Voilà, sans attendre, parce que bien entendu, on a pris un tout petit peu de retard, on va commencer la table ronde et bien entendu, on va demander à Martin Hirsch de démarrer et je laisse Jean-Paul présenter Martin Hirsch. On fera le tour des questions après. Ok. Martin Hirsch, donc 50 ans, actuel directeur de la PHP de Paris, qu'on a connu en 2 épisodes précédents, à la fois au Haut Commissariat, aux Solidarités Actives. On peut dire que c'est lui l'inventeur du RSA sous le gouvernement Sarkozy-Fillon. Et une mission qu'il avait cumulée d'ailleurs, conjuguée aussi avec la tutelle sur la jeunesse. Puis après, il avait pris l'Agence pour le service civique. Il est lui-même médecin. Il a fait sa médecine à Cochin. Il a fait derrière Normal Sup. J'ai pas fini mes études de médecine. J'ai abandonné en 6e année. C'est pas un péché mortel, si. Je suis pas médecin. Je connais suffisamment, j'en ai fait suffisamment pour pas me prendre pour un médecin. D'accord. Ensuite, mais assez pour comprendre à peu près les médecins. Comme personne n'est parfait, il a fait l'ENA. Avec la promo Jean Monnet, ça s'appelle. Sinon, pour lui, la PHP était un retour, parce qu'il a été, mais ça a été beaucoup moins remarqué, aussi le patron de la pharmacie centrale. On l'avait aussi précédemment connu à Emmaüs, où il a fait, 5 ans. Et puis récemment, il a fait aussi un rapport sur les conflits d'intérêts. Il a normalement aussi publié un bouquin dont parce que je goûte beaucoup l'humour, je vous donne le titre « Ça devient cher d'être pauvre ». Martin Hirsch. Merci Martin. Alors évidemment, merci Jean-Paul, pardon, et on va passer la parole à Martin Hirsch. Bien entendu, comment ne pas commencer, en tout cas dans notre pays, en France, par parler du besoin urgent sans donner la parole à la paix de Paris, qui n'a pas été une fois dans les urgences parisiennes, ne peut pas comprendre comment on ne peut pas. Alors, il y en a beaucoup. Surtout ne venez pas. Voilà, c'est exactement la conclusion auquel on voulait arriver. Mais voilà, on va demander à Martin de nous donner son point de vue et l'éclairage que Jean-Paul a souligné aussi, c'est-à-dire que toute la dimension sociale qu'il a donnée jusqu'à présent à sa carrière et même à sa vie, elle est sans doute très présente dans les urgences parisiennes. Comment concilier ça et est-ce que, justement, dans cette évolution des urgences en France, comment tu vois les choses dans 10 ou 15 ans? Est-ce qu'on va vers le toute urgence hospitalière? C'est la question posée au patron du plus grand hôpital de France et sans doute peut-être du monde encore. Non, en Chine, il y a plus grand. Merci beaucoup de m'avoir invité. Toutes mes excuses, comme j'avais une urgence à Paris cet après-midi, c'est moi qui suis responsable du fait qu'on ait interverti les tables rondes et merci beaucoup aux organisateurs d'avoir permis ça. J'en suis vraiment désolé. Merci de m'avoir invité. Je suis vraiment ravi de retrouver certains d'entre vous que je connais des étapes précédentes. Et je suis heureux de pouvoir partager avec vous et de pouvoir discuter sur ce sujet qui est absolument fondamental. La question est très bien posée. Est-ce que les urgences vont mettre fin à la PLSA? La réponse, je vais la faire tout de suite pour pas qu'il y ait le suspense. Puis ensuite, j'essaierai de développer. Non, sauf si. Ou non, à condition que. Et c'est là-dessus qu'on va essayer, j'imagine, de pouvoir réfléchir et de pouvoir débattre. Donc ça, le contexte, vous le connaissez, l'augmentation du nombre de passages aux urgences, les urgences adultes à la paix, c'est plus d'1 200 000 passages par an. C'était des taux de croissance de 3-4% par an. À ça se rajoutent les urgences pédiatriques. Voilà. Et puis vous savez que quand on regarde qui passe par les urgences, tout à l'heure au petit déjeuner il y avait quelqu'un qui donnait une illustration absolument formidable, il se reconnaîtra, qui disait: j'ai un collègue médecin généraliste qui va aux urgences, pas à la paix mais dans un autre hôpital pour des bonnes raisons. Il est médecin donc il sait qu'il doit aller aux urgences, il a une dissection carotidienne, il attend quelques heures et c'est là où les urgences ne marchent pas puisque normalement on ne devrait pas attendre longtemps quand on a une menace de dissection carotidienne ou un début de dissection carotidienne, et il profite des heures d'attente pour régler le problème de 10 personnes dans la salle d'attente
en leur disant pourquoi vous êtes là, etc., et en réglant leurs trucs et en les faisant sortir sans qu'ils aient besoin d'aller dans le flux des urgences. Donc ça, il va de soi que nous avons parmi nos 1 200 000, c'est pas très simple de savoir quelle est la proportion exacte, on est en train de travailler dessus, mais un certain nombre d'entre eux qui ne relèvent pas des urgences lourdes, etc. Par ailleurs, vous connaissez les deux problèmes. Un, qu'on a vécu douloureusement d'ailleurs parce que c'est arrivé, on peut arriver avec un mal au pied et mourir dans la salle d'attente d'urgence parce que par ailleurs on a autre chose et on ne peut pas demander aux patients d'être complètement rationnels et on ne peut pas le demander quand l'offre elle-même n'est pas rationnelle. Nous, notre enjeu, il est simple. Premièrement, le fait que les urgences, et je pense que mes collègues des hôpitaux partagent la même chose, ne sont plus une partie à part de l'hôpital. On ne peut pas dire il y a d'un côté l'hôpital programmé, etc., et puis de l'autre côté les urgences. L'interpénétration est extrême, même si la culture de l'hôpital n'est pas encore faite là-dessus. Les urgences, c'est une bête à part, un souci d'emmerdement, les types qui gueulent pour avoir des moyens, le truc qui désorganise, etc. Alors que, quand on regarde, 30% de nos hospitalisations sont rentrées par la voie urgence. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas des hospitalisations qui ne devraient pas rentrer sans être passées par les urgences. Mais aujourd'hui, on ne peut pas traiter la question de l'hôpital et de l'organisation hospitalière et de la performance hospitalière sans s'intéresser aux urgences. Alors, on a fait une stratégie urgence cet été, qui était avant l'été, qui était poussée par le fait qu'on ne peut pas rester dans cette situation-là, dans une situation dans laquelle ça déborde. Quand on s'interroge sur nous, on doit reconstruire des hôpitaux et faire 2 hôpitaux en un seul, je fais la somme des passages dans les 2 services d'urgence actuels, et si je rajoute 5% de croissance par an à un hôpital qui ouvrira à 10 ans, je me retrouve avec un hôpital qui serait censé avoir 300 000 entrées par an, 350 000. Hein, si je fais la somme, je suis un peu plus de 200 aujourd'hui. Je ne vais pas me préparer à avoir un hôpital avec un service d'urgence à 300 000. Donc on est obligé de réorganiser nos choses. Puis vous savez qu'on a aussi des hôpitaux qui se convertissent, je dirais un mot si ça vous intéresse, sur l'Hôtel-Dieu, et donc ça nous force à changer notre stratégie sur les urgences. Et en se disant, on peut avoir des objectifs assez simples, et on s'est fixé un objectif simple, on doit diviser par 2 le temps d'attente aux urgences. Pour plusieurs raisons. Première raison, pour des raisons de sécurité et de qualité des soins. Évidemment, ça a été prouvé dans la littérature médicale internationale, les risques augmentent avec le temps d'attente, pas besoin de sortir de l'ENA pour comprendre pourquoi. Donc on a un enjeu de qualité et de sécurité des soins. Puis on a un enjeu organisationnel, ça désorganise l'hôpital et toute désorganisation est source de coûts. Et puis on a un enjeu réputationnel, vous ne pouvez pas convaincre que l'hôpital fonctionne bien si par ailleurs c'est un tel bordel dans l'urgence, les salles d'attente aux urgences, les flux, les mélanges de très urgents et pas urgents, etc., etc. Vous ne pouvez pas convaincre. Et on le voit bien. En plus, celles et ceux qui gueulent le plus sont celles et ceux pour lesquels qui ont le plus grand réseau relationnel et pour lesquels il y a le moins de trucs. Donc c'est ceux qui envoient un texto à 21h30 en disant commencez le dîner sans moi parce qu'ils font chier à la paix, ils ne savent pas bosser, ça fait 4 heures que j'attends, je ne sais pas à quelle heure j'en sors. Voilà, même si ce n'est pas grave. Mais cela vous ruine votre réputation. Et quand on ruine la réputation, ensuite, derrière, on a du mal à faire fonctionner le système. Donc, à partir de cet objectif, on s'est dit, si on fait ça, comment est-ce que, pour atteindre cet objectif, de quoi on a besoin en amont, de quoi on a besoin chez nous, de quoi on a besoin en aval. Et donc, premièrement, pour atteindre cet objectif, se dire, et par ailleurs, on veut générer un flux toujours croissant, non. Donc on se dit simplement, au moins, ne rêvons pas à revenir d'il y a 20 ans et à faire baisser le nombre de passages, mais au moins essayons de le stabiliser dans les prochaines années. S'il peut y avoir une légère décroissance, tant mieux, mais ne visons pas la croissance, premièrement. Donc pour ça, ça veut dire qu'il faut
parier sur la régulation, hein, qui sont les slogans dans lesquels je me retrouve. Hein, si votre premier contact avec un médecin, c'est décrocher votre téléphone, c'est quelque chose d'intéressant. D'où l'articulation entre la régulation hospitalière, la régulation SAMU et la régulation libérale. Il se trouve que chez nous, elle est organisée dans les mêmes locaux, et donc vous avez des régulateurs praticiens hospitaliers qui sont dans les mêmes locaux que des régulateurs médecins libéraux et qui peuvent échanger au téléphone. Et ce n'est pas très ancien, mais on voit déjà que ça se passe pas mal, avec, comme quand on discute avec eux, l'intérêt du changement de culture, c'est-à-dire ceux qui passent leur temps aux urgences ont tendance à attirer en faisant 25 diagnostics. Ceux qui font de la médecine générale peuvent avoir tendance à dire « j'en ai déjà vu 12 dans la journée, donc je peux leur dire de prendre 2 cachets de ceci et de rappeler dans 2 heures si ça ne va pas, sans leur dire de faire le tour aux urgences ». Donc on a cette interrégulation, et je pense vraiment que la régulation des régulateurs est un élément clé pour qu'on puisse répondre non à la question. Les régulations sont indispensables, et la régulation des régulations, sans rajouter une couche, mais est strictement indispensable. Alors, ça peut passer par des questions de numéro de téléphone, ça peut passer par des conventions, ça peut passer par des lieux, ça peut passer par toute une série de choses, mais ça doit forcément passer par cela. Et puis ensuite, ça passe par du boulot indispensable pour que le régulateur n'ait pas qu'un type de réponse à proposer, mais plusieurs types de réponses à proposer. C'est-à-dire que les systèmes de régulation, qu'ils soient du côté de la PDSA ou du côté de la régulation urgence hospitalière, soient capables de dire que ce patient, il peut avoir à ne rien faire, il peut avoir à aller aux urgences, il peut avoir à aller à la maison médicale de garde, il peut avoir à attendre demain matin, il peut avoir ceci, cela, etc. Tout le panel doit être possible pour que, effectivement, on n'ait plus un système qui soit urgencipète, si je puis dire. Hein, et le terme convient bien à ce que ça peut faire péter si on les oriente tous vers le système. Et ça veut dire aussi que le flux des urgences, ceux qui peuvent venir spontanément, puissent être rapidement, pas simplement triés par l'IAO, mais peuvent se voir offrir un panel de possibilités qui va depuis les filières rapides, les fast-track, jusqu'à un lien avec le social, comme l'évoquait notre collègue québécoise, et toute une série de panels qu'on doit pouvoir faire pour qu'on aille au bon endroit, qu'on voit la bonne personne dans des bonnes conditions. Et puis nous, il y a quelque chose qui nous concerne, c'est l'aval, bien évidemment, puisque avec un aval bouché, les urgences ne peuvent pas fonctionner, et ça a des retentissements sur les temps d'attente. Donc on a un enjeu absolument clair là-dessus. Et pour le résoudre, et pour arrêter un système dans lequel on se renvoie la balle quand les urgences fonctionnent mal, entre les urgentistes qui disent « mettez-nous 3 postes en plus », et ceux qui disent ouvrez-nous 25 lits en plus d'aval pour pouvoir faire, on a créé, qu'on a amorcé sur le budget 2014 et qu'on renforce année après année, un intéressement des hôpitaux au fonctionnement des urgences et à nos indicateurs du plan d'urgence. C'est-à-dire que l'ensemble de l'hôpital, quand on leur répartit leur budget, ils ont un premier indicateur qui est est-ce que oui ou non ils respectent notre trajectoire pour améliorer l'urgence. Je vous ai donné le délai d'attente comme un des paramètres. On en a mis plusieurs pour que ça ne devienne pas un truc pervers. Sinon, vous avez tous ceux qui sortent sans avis médical parce que c'est la meilleure manière on a différentes astuces si on n'a qu'un seul indicateur. Donc on a quelques indicateurs clairs de fonctionnement, sur lesquels je ne reviens pas, ils n'ont rien d'original, mais qui nous permettent d'avoir une bonne perception de cela et qui font qu'avec ces mécanismes d'intéressement et d'organisation, on devrait réussir à atteindre cet objectif dans la durée de ce plan, de cette stratégie, c'est-à-dire à horizon de 4 ans maintenant. Alors ça passe
par, effectivement, j'ai parlé de la régulation des régulateurs, mais ça passe par le fait que tous les acteurs doivent y trouver leur place. Si le monde hospitalier considère qu'il est l'alpha et l'oméga de la réponse, il n'y a aucune raison qu'on y arrive, on est sûr de ne pas y arriver. Si on nie les problèmes ou si on a une vision trop globale en raisonnant de la même façon pour ce qui se passe à 10h du matin, à 4h de l'après-midi, à 8h du soir, à minuit, à 4h du matin, à 6h du matin, il n'y a aucune raison d'y arriver. Si on regarde les choses en face, on voit que les uns et les autres, nous pouvons coordonner nos réponses, nous pouvons répondre à un certain nombre d'heures pendant lesquelles, effectivement, même la meilleure régulation ne trouvera pas la bonne offre en face si nous, on n'est pas capable d'être organisé. Il y a d'autres moments où il faut qu'on soit capable de renvoyer et avoir du répondant. Il faut que les frontières s'estompent, c'est-à-dire que, très pragmatiquement, si telle maison médicale ou tel centre de santé a besoin de s'implanter à proximité immédiate ou dans les mêmes locaux qu'un centre hospitalier, que ceci puisse être vu sans être considéré comme une mainmise de l'hôpital, etc., avec des règles qui puissent se faire. Et donc, on voit qu'on a, je pense, dès lors que les objectifs sont clairs et que la volonté est commune, la possibilité d'y arriver. Pourquoi est-ce qu'on a la possibilité d'y arriver? Il se trouve que, moi, c'est le raisonnement que je fais en dirigeant un monstre hospitalier. Contrairement aux apparences, nous avons intérêt à ce que le système soit organisé. Alors, quand je dis ça, je sais que nous sommes facteurs de désorganisation. Donc, nous avons intérêt à remédier à nos facteurs de désorganisation, qui peuvent être des facteurs de désorganisation internes, et encore une fois, ça nous fait perdre des sous quand on est mal organisé, et qui peuvent avoir des répercussions sur les exercices de nos partenaires, libéraux ou des hôpitaux non universitaires, parce qu'on peut créer de la désorganisation en déformant les parcours. Donc nous avons à balayer devant notre porte, nous avons à être mieux organisés, à ce que nos organisations soient cohérentes avec une supra-organisation qui dépasse l'hôpital, et nous avons intérêt à ce que nos partenaires soient organisés. Alors une organisation particulière, c'est-à-dire pas une organisation à la soviétique dans laquelle on considère que les patients devraient se comporter d'une certaine manière obligatoirement à une certaine rationalité et qu'on les met en faute quand ils ne le font pas. Donc il faut tenir compte du fait que le patient peut avoir plusieurs points d'entrée, plusieurs comportements au départ, et que notre boulot en commun soit de le mettre le plus vite possible au bon endroit où il devrait être, sans que l'erreur d'aiguillage, d'adressage du départ soit du coup avec un effet boule de neige, mais de pouvoir remettre dans les circuits. Hein. Donc c'est ça l'intérêt des concertations et du travail en commun. On a discuté avec le président de l'URPS de notre région pour faire en sorte qu'on ne soit pas facteur de désorganisation et que ces sujets puissent être vus ensemble. Et je sais qu'il le voit très régulièrement, le patron du SAMU, etc., de manière suffisamment... ils ont l'un et l'autre suffisamment de personnalité pour que ça puisse fonctionner. Et puis là-dedans, on a un truc un peu particulier qui s'appelle l'Hôtel Dieu, sur lequel je pourrais dire, si vous voulez. Quelques mots sur l'Hôtel Dieu. L'Hôtel Dieu, les Parisiens connaissent bien, les autres s'en foutent. À la Paix, c'est pareil. Hein. Dès qu'on est à plus de 5 km du centre de Paris, l'Hôtel Dieu, on se demande pourquoi on n'a pas le temps. L'Hôtel Dieu est un hôpital où, il y a quelque temps, on accouchait, on faisait de la chirurgie cardiaque, etc., où tout ça est terminé, et sur lequel le choix parisien a été de ne pas y faire un hôtel de luxe et un espace Louis Vuitton. Bon, ça aurait pu être le cas, ça n'a pas été le cas. On n'a pas fait le choix il y a 15 ans non plus d'y mettre le palais de justice, etc. Le choix a été fait de le garder au sein de la Paix et de le garder dans la sphère de la santé. Alors c'est un immense truc, ça fait 55 000 m², je vous épargne, il y a un certain nombre d'autres choses qu'on peut faire dedans, mais on a une réflexion
très douloureuse, parce que c'est hyper symbolique, parce que, etc., sur est-ce qu'on peut faire autre chose que ce que fait un hôpital classique à partir du moment où, effectivement, on n'y met pas d'anesthésiste, de bloc opératoire, de réanimation, etc., dont on n'a pas besoin à cet endroit de Paris où il y a une surdensité hospitalière absolument phénoménale. Donc, est-ce qu'on peut y faire autre chose? Alors nous, on a réfléchi, nos réflexions ne sont pas abouties, mais en se disant, premièrement, est-ce que dans notre objectif de stratégie globale des urgences, l'Hôtel-Dieu peut y contribuer plutôt que de le compliquer? Donc est-ce que oui, on peut avoir un système que certains acteurs privés d'ailleurs ont mis en place, j'allais dire un système fast-track à l'Hôtel-Dieu pour pouvoir y orienter des patients dont on voit par exemple au téléphone ou qui peuvent voir eux-mêmes, qui ne relèvent pas des urgences et des grands services d'urgence, et que leur besoin de réponse immédiat peut être apporté dans un système qui a été conçu en fonction de ça. Et puis, donc ça nous aide chez nous. Et puis la deuxième question, c'est est-ce que oui ou non, et c'est ça ce qui est aussi douloureux et qui est amorcé, est-ce que oui ou non, ça peut être un endroit où on fait le lien ville-hôpital tel qu'on le rêve? Alors j'ai dû déchirer la première copie parce que quand je suis arrivé, on m'a dit on a un projet sublime pour faire le lien ville-hôpital et travailler avec les médecins de ville. J'ai vu les médecins de ville, ils me disent c'est peut-être génial, mais ça ne répond à aucun des besoins qu'on exprime et ça apporte des réponses à des questions que nous ne posons pas. Voilà. Donc j'ai fait venir les représentants des médecins de ville quand on faisait le plan stratégique de la paix en disant dites-leur à tout le monde, là, et ce qui nous a permis de... En revanche, on amorce des éléments de réponse dès lors qu'on se dit que on peut avoir à l'hôpital, dans les prochaines années, j'allais dire la même tendance qu'on a en médecine qu'on a sur la chirurgie. En chirurgie, on est en train de faire la révolution de la chirurgie ambulatoire. Et on est en train de changer le rapport à la chirurgie. Alors, ça prend plus de temps, et la paix est plutôt les dernières de la classe sur ce sujet-là, mais nous atteindrons notre objectif. Alors on s'est mis un petit peu en dessous des 50% pour aller à 45%, alors que les gus de chez moi voulaient rester à 28%. Donc on ira à 45% de chirurgie ambulatoire. Et on peut avoir la même réflexion sur en quoi, en médecine, on peut, nous aussi, avoir une prévention de l'hospitalisation, prévenir les séjours hospitaliers. Et donc ne pas avoir, comme vous l'indiquiez sur les maladies chroniques, et quand on regarde la courbe des maladies chroniques, l'épidémiologie des maladies chroniques et l'évolution des dépenses générées par les maladies chroniques, de se dire que notre objectif est de faire en sorte que la chronicité n'aboutisse pas trop souvent, trop tôt, à de l'hospitalisation. Et donc pour ça, si l'hôpital n'est pas intéressé dans ce système-là, il n'y a aucune chance qu'on y arrive. Si on considère que seuls les médecins de ville doivent y arriver, on n'y arrivera pas. Si en revanche l'hôpital et la médecine de ville mettent leurs forces en commun autour de cet objectif, qui veut dire qu'on peut venir en collaboration, en soutien pour une meilleure prise en charge ambulatoire, pour un maintien en autonomie des patients, pour une prévention, pour une évitation, pour l'hospitalisation évitée, à ce moment-là, on peut avoir un intérêt commun. Personne n'est en train de se bouffer la laine sur le dos, mais on doit pouvoir y arriver. On peut y arriver sur plein de sujets. On peut y arriver sur un certain nombre de pathologies chroniques. On peut aussi travailler sur le lien médecine somatique, problème de santé mentale. Moi, c'est ce qu'on me dit beaucoup. Je ne sais pas si vous avez cette même perception, mais que le médecin généraliste qui se trouve confronté à de la psychiatrie en même temps est souvent emmerdé, et que si nous, on est capable de dire mais il n'y a aucun problème, vous nous appelez, on peut ce qui vous permette de le garder tout en réglant ces sujets-là. Si on peut faire la connexion avec les dimensions sociales en introduisant, nous, la connexion avec le SAMU social, avec des LIALT de soins de suite, etc., on peut avoir un système dans lequel nous avons un intérêt commun et non pas un conflit d'intérêts
sur le fait de pouvoir traiter des patients ensemble dans un circuit. Ça suppose, excusez-moi, je prends juste un quart de seconde, ça suppose que personne n'ait l'impression qu'on est en train de piquer le fric, les parts de marché, la clientèle, les uns des autres. Alors c'est pour ça qu'on a aussi mis dans l'Hôtel Dieu, on a créé une équipe d'économistes. Ça fait bizarre, mais comme vous rappeliez, tu rappelais, Benoît, l'AP est le plus grand CHU européen, donc on est super bon, on publie dans Lancet, dans New England, etc. Mais alors qu'on a 7 millions de patients chaque année, des données absolument phénoménales, un observatoire extraordinaire, on est des nains dans l'utilisation de ça, de ces informations, de ces données, pour le traduire en recherche, informations économiques qui peuvent faire bouger le système. Est-ce que oui ou non, tel système est plus efficient? Il y a plein de questions auxquelles je ne saurais pas répondre aujourd'hui sur est-ce que ça coûte plus cher notre système actuel que si on était mieux organisé. Et donc ça, on doit pouvoir y apporter des réponses. Et la réponse suivante qu'on doit apporter, c'est comment on se partage la valeur. Et c'est là où moi je me retrouve dans ce que j'attends de la stratégie nationale de santé et de la contribution qu'on peut apporter à la stratégie nationale de santé. C'est est-ce que derrière le mot parcours, on peut dire à tel parcours, ça correspond globalement pour l'assurance maladie un peu moins cher qu'un parcours désorganisé, et par ailleurs à une juste répartition de la contribution de chacun à son apport dans le parcours, et puis troisièmement avec des incitations pour que quand parcours est défini, chacun ait intérêt à mettre les uns et les autres dans le parcours. Donc c'est là où je dis non, on n'est pas contraint à chercher à s'éliminer l'un l'autre ou à se bouffer l'un l'autre. Oui, on peut y arriver à partir du moment où on objective ces éléments et à partir du moment où, effectivement, on arrive à démontrer que chacun y trouve leur intérêt, à commencer par le patient, mais également avec les différents acteurs. Merci. Merci Martin. On va peut-être prendre une ou deux questions. Je vais peut-être te poser la première. Tu as souligné à plusieurs reprises les inconvénients qu'il y avait à diriger ce que tu as appelé un monstre hospitalier. Mais il y a aussi peut-être quelques avantages, justement, d'avoir cette vision de différents points du territoire parisien et francilien. Et très pratiquement dans la stratégie sur les urgences, est-ce qu'il y a dès aujourd'hui des processus, des organisations dont tu sens qu'elles sont plus efficaces que d'autres et des équipes qui, justement, se coulent mieux dans cette stratégie? Et est-ce que, parce que c'est quand même le point nodal de nos discussions, est-ce que ça marche mieux là où le dialogue est meilleur entre la ville et l'hôpital, ou pas? Oui, alors, quand je dis le monstre hospitalier, ce que je dis depuis que je suis à l'AP, c'est que l'AP est quand même un endroit fabuleux, où on est capable de maximiser tous les inconvénients de la taille et de minimiser tous les avantages de la taille. Et donc notre but est de pouvoir inverser cela. Mais oui, alors moi l'exemple qui me vient le plus en tête, c'est ce qui se passe en pédiatrie dans le nord-est de Paris. Donc en pédiatrie, on a l'hôpital Robert Debré, pour ceux qui sont un peu parisiens, qui est au nord-est de Paris, et dont le bassin naturel est davantage la Seine-Saint-Denis et le Val d'Oise que le cœur de Paris. Et Seine-Saint-Denis et Val d'Oise, aujourd'hui, à la fois dans les hôpitaux généraux et à la fois en médecine de ville, il y a la pédiatrie complètement débordée. Donc là, il y a un travail qui s'est mis en place depuis quelques années, qui monte en puissance, dans laquelle tout le monde y a son intérêt, pour qu'il y ait une collaboration, j'allais dire, médecine, hôpital universitaire, hôpital général, hôpital ville, efficace, pour pouvoir effectivement ne pas faire converger tous les enfants à l'entrée des urgences. Donc la pédiatrie est souvent, j'ai remarqué d'ailleurs, le bon point de départ, c'est là où les collaborations sont finalement les plus faciles. J'en profite pour rajouter un mot. Moi, je suis frappé, et quelquefois, je suis en désaccord avec mes tutelles, quand on me dit constatons tel désert médical, et du coup, dimensionnez-vous en conséquence.
Voilà, dans les prochaines années, il y aura moins 40% de généralistes là, etc. Et dimensionnez-vous en conséquence. Je ne pense pas que ce soit la bonne réponse. Que si jamais on a épuisé tous les moyens d'organiser ou de répondre ou de combler ces déserts, on est à le faire, pourquoi pas? Mais la première, moi, ma réponse est organisons-nous d'abord en conséquence. Et alors on va avoir à passer en travaux pratiques et ça sera très intéressant. Et je pense qu'on le fera ensemble. Comme je disais, donc j'ai parlé du nord-est. Dans le nord-ouest, on a 2 immenses hôpitaux à refaire de fond en comble qui sont Bichat, Beaujon, pour en faire un seul. Je vous parlais de la manière dont je ne pense pas qu'il faille se dire, comme une fatalité, je démarre à 300 000 passages en urgence. Je ne pense pas non plus qu'on doive nier les problèmes de démographie médicale qui peuvent se poser là-dedans. Mais je pense que la réponse, on doit la co-construire et que ce ne soit pas à l'hôpital seul d'imaginer les réponses. Ensuite, comme nous avons besoin que ce soit organisé, et puis comme on sait qu'à la fin, quand ça ne marche pas, c'est quand même chez nous qu'il se passe, si nous ne pouvons pas trouver les réponses ensemble, nous ferons nos réponses. Mais d'abord, d'essayer de les construire. Donc on aura des travaux pratiques tout à fait intéressants dans les mois qui viennent. Bien, attends, Benoît, si tu veux bien, je vais donner le micro aux Parisiens, là. Savoir... Non, mais savoir s'ils sont preneurs du deal, puis après je traverse. Non, mais déjà hier, on m'a dit qu'il fallait pas que je parle en premier. Non, mais moi, je constate 2 choses. La première, que depuis qu'on travaille en Ile-de-France au sein des URML et des URPS, c'est la première fois qu'un DG de la paix, en arrivant, nous rencontre, alors que d'habitude, on le rencontre juste avant qu'il parte. Donc, c'est quand même de bon augure. Après... Je sais pas, vous n'allez pas me porter la poisse, je vais pas me faire virer mercredi prochain, quand même, merde. Après, vous interprétez ça comme vous voulez. Deuxièmement, on va bien voir comment on va le faire. Le discours, on l'a entendu, on l'a déjà échangé. On sait bien qu'il faut trouver des moyens de faire quelque chose ensemble, parce que l'offre dans Paris pour le soin non programmé, si elle doit s'organiser, et on peut la mobiliser, on pourrait essayer de la mobiliser, il faut que tout le monde comprenne bien qu'effectivement on n'est pas en antinomie ou en lutte, mais qu'on est en train de faire quelque chose de commun. On a réussi en Ile-de-France à, dans beaucoup de départements, mettre en commun les médecins généralistes, libéraux et les plateaux des centres 15 pour travailler ensemble. Ça a déjà été un travail considérable, et en particulier dans Paris. Maintenant, il reste à voir et à faire. Tout est dans la capacité qu'on va avoir et que vous allez avoir à travailler avec nous et à mobiliser l'assistance publique chez vous, et nous à être capables de mobiliser les libéraux sans que ce soit comme d'habitude, c'est-à-dire qu'au bout du moment, chacun œuvre un peu dans son coin. On verra bien. Alors, merci à Bruno. Si je peux me permettre, moi je suis un garçon intéressé. Je ne suis pas du tout altruiste, je suis intéressé. Donc j'ai besoin que la paix fonctionne bien. Et le constat que j'ai fait, et auquel je me tiens, c'est la paix ne peut pas s'en sortir contre les médecins de ville. Mais pourquoi? Parce que mes copains qui ont continué, eux, leurs études de médecine sans abandonner comme moi, j'en ai marre de les entendre me dire « j'envoie plus les malades à la paix ». Parce que machin, parce que pas de retour, parce que quand j'adresse, ça réadresse pas, parce que j'ai pas le compte-rendu, parce que je dois demander au malade d'enlever sa chemise pour regarder où est la cicatrice, pour essayer de reconstituer ce qu'on lui a fait par rapport à ce que j'avais demandé qu'on lui fasse, etc., etc. Donc ça, c'est juste, on creuse notre tombe. Donc moi, j'ai un intérêt pour que mon institution vive, voire se développe, j'ai un intérêt que les médecins libéraux se sentent bien avec la paix. Donc l'intérêt, il est strictement évident. Et c'est pour ça qu'on l'a mis au cœur de quoi. On s'est amusé parce qu'on a fait un projet stratégique de la paix complètement décentré. On a fait un projet stratégique qui est axé non pas sur la paix se regarde, le nombril, etc., mais sur la paix, ses coopérations avec les hôpitaux généraux, ses coopérations avec la médecine de ville. En affichant nos axes sont ceux-là, et la construction et le remplissage de ces axes et la manière de le faire se fait en travail commun. Voilà, donc c'est ce qu'on a, voilà, ce qu'on balbutie aujourd'hui, mais j'ai aucun doute qu'on y arrivera parce que sinon on est juste mort. Oui, Luc Duquesnel, secrétaire général du RPS Médecins Libéraux, président du CSMF, mais aussi médecin généraliste en zone semi-rurale qui participe à la permanence des soins, qui est médecin régulateur libéral. J'ai eu peur à un moment que, par rapport aux urgences, on ne parle que de s'adapter au flux des patients.
est-ce qu'éventuellement on ne pourrait pas aussi en amont travailler sur les flux? Est-ce que ça correspond à une bonne utilisation du système de santé? Et que si cette utilisation n'est pas forcément très bonne, est-ce qu'elle n'est pas coûteuse? Parce que finalement, on parle des services d'urgence, mais je dirais qu'à côté, il y a donc, vous en avez parlé, il y a l'organisation mise en place par les médecins généralistes dans le cadre de la permanence des soins ambulatoires. Et contrairement à ce qu'on dit, je veux dire, qui existe, qui est présente sur le terrain. Et on est dans une région, en plus de ça, il y a aussi un gros travail qui a été fait, mais c'est aussi le cas dans plein d'autres régions. Puis il y a aussi SOS Médecins. Et qu'est-ce qui fait que, quelle que soit l'organisation qu'on peut mettre en place, on n'a pas l'impression que ça a forcément une incidence sur le flux des passages aux urgences. Il est vrai qu'on a coutume de dire où la porte d'entrée reste allumée jour et nuit, 365 jours par an. Alors après, il faudrait aussi qu'on travaille, je veux dire, est-ce que les autres organisations qui éventuellement sont complémentaires, parce qu'en effet on travaille ensemble, est-ce qu'elles sont lisibles de la part des usagers? Et moi, je n'ai pas la sensation qu'elles le soient aujourd'hui. Quand on met en place une organisation de permanence des soins ambulatoires, aujourd'hui, rien que pour pouvoir... c'est complètement illisible, hein, entre des numéros à 10 chiffres, à 2 chiffres, à 4 chiffres. Vous partez en vacances, vous ne savez plus ce qu'il faut faire pour avoir un médecin généraliste la nuit. Ça, il y a aussi le problème d'accès. Il y a différents freins. Le coût aussi. Bon, tout ça, et quand on fait des propositions je veux dire, au niveau du ministère, quand on dit, écoutez, on pourrait, puisque... c'est sur la table, dans la loi de santé, il paraît que le tiers payant généralisé, c'est très important. Mais on dit on pourrait peut-être commencer par la permanence des soins ambulatoires. Déjà qu'éventuellement, il y a la possibilité, tiers payant intégral, pour accéder aux médecins de garde. Bon, ça, c'est pas facile, on ne le voit pas dedans. Quand on demande à ce qu'il y ait un numéro d'appel unique pour la médecine générale, à côté celui de SOS, pour ne pas mettre en danger leurs entreprises qui jouent leur rôle et qui sont importantes, et puis à côté des services d'urgence, là non plus, c'est pas possible. Donc finalement, on a quand même l'impression qu'il y a des intérêts convergents à ce qu'on ne puisse pas mettre en place un système qui reste lisible auprès des usagers et qui génère quand même des économies. Juste, je terminerai parce que par rapport à notre collègue québécoise, infirmière clinicienne, c'est vrai qu'en vous entendant, mais enfin je connaissais le phénomène pour avoir rencontré à plusieurs reprises le président du syndicat des médecins de famille, c'est vrai que quand on vous entend, on se dit mais ils sont complètement fous ces médecins de famille québécois, comment est-ce qu'ils ont pu accepter ça? Bon, en plus de ça, dans la loi de santé, il y a aussi l'infirmière clinicienne, bon, et qui en France provoque quand même un certain urticaire auprès des médecins généralistes et un certain prurite. Oui, mais bon, après ça, il faudrait développer dans quel cadre ça s'est mis en place. C'est-à-dire qu'on a donné, il y a eu des négociations qui amenaient des nouvelles responsabilités auprès des médecins généralistes dans le cadre d'une prise en charge populationnelle. Et puis je le dirais juste pour terminer, parce que je pense que ce n'est pas suffisant, mais par contre c'est quand même aidant. Il y a eu un investissement à côté et que les médecins de famille québécois, dans le cadre de cette mise en place, ont une augmentation de leur revenu de 20%. On ne répond pas à Luc Duquesnel, jamais. Donc je vais pas laisser la réponse, on va reprendre après la discussion générale.